La veuve PDG siège au tribunal. Lorsque le juge entend son nom, la salle reste immobile. Bon retour et profitez de l'histoire. La salle d'audience du tribunal de Lyon était plongée dans un silence étouffant. Xénaïde Moreau, 62 ans, ajusta le col de son tailleur gris anthracite, un cadeau que son défunt mari lui avait offert pour leur 30e anniversaire de mariage. Elle n'avait jamais imaginé le porter dans de telles circonstances. Ses mains ridées par le temps et le travail acharné reposaient calmement sur ses genoux, contrastant avec la tempête qui faisait rage dans son esprit. Face à elle, de l'autre, côté de la salle, ses deux fils, Quentin et Norbert, évitaient soigneusement son regard. Flanqués d'avocats aux costumes impeccables, ils respiraient la confiance et l'arrogance. À côté de Quentin, sa femme Patricia arborait un sourire à peine dissimulé, comme si la victoire était déjà acquise. « L'audience va commencer. Veuillez vous lever pour l'honorable juge Olivier Mercier », annonça l'huissier. Xénaïde se leva lentement, ses genoux la faisant souffrir comme chaque matin depuis 5 ans. Mais elle ne laissa rien paraître. La douleur physique n'était rien comparée à celle qui lui déchirait le cœur. Comment en était-il arrivé là? Comment les enfants qu'elle avait bercés, nourris et aimés inconditionnellement pouvaient-ils maintenant l'accuser de malversation financière et tenter de lui arracher le contrôle de l'entreprise familiale? Moreau Télécommunications, qu'elle avait bâtie avec son mari pendant 40 ans. Le juge entra, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère mais juste. Il s'installa et demanda que l'affaire soit présentée. Dossier 457B, Moreau contre Moreau, concernant la direction et la gestion de l'entreprise Moreau Télécommunications, énonça le greffier. Le juge parcourut rapidement ses notes avant de lever les yeux vers les parties présentes. « Pourriez-vous vous présenter, madame ?» demanda-t-il en regardant directement Xénaïde. Elle se leva dignement, le dos droit malgré le poids des années et des épreuves. « Xénaïde Moreau, votre honneur, cofondatrice et actuelle présidente directrice générale de Moreau Télécommunications. » Le regard du juge changea subtilement. Il plissa les yeux comme pour mieux la voir. « Xénaïde Moreau, de Moreau Télécommunications ?» répéta-t-il lentement. « Oui, votre honneur. » Un silence étrange tomba sur la salle. Le juge posa son stylo et se redressa dans son fauteuil. Ses yeux ne quittèrent pas Xénaïde. « Madame Moreau, je dois vous dire que votre nom m'est familier. Ma mère, Isabelle Mercier, a travaillé dans votre entreprise pendant plus de 20 ans, dans le service comptabilité. Elle parlait souvent de vous et de votre mari. Elle disait que vous étiez les patrons les plus justes et les plus humains qu'elle ait jamais connus. » La salle bourdonnait maintenant de chuchotements surpris. Les avocats des fils Moreau échangèrent des regards inquiets. « C'est grâce au salaire qu'elle percevait dans votre entreprise, ainsi qu'au programme de bourse pour les enfants d'employés que vous aviez mis en place, que j'ai pu faire mes études de droit. Je ne serais pas ici aujourd'hui sans cela. » Il marqua une pause, inspira profondément, puis ajouta d'une voix solennelle « La Cour reconnaît le conflit d'intérêts potentiel. Je vais me récuser et demander qu'un autre juge soit assigné à cette affaire. » « Objection !» s'écria l'avocat de Xénaïde, surpris lui aussi par cette révélation. « Votre honneur, si je peux me permettre, le simple fait que votre mère ait travaillé pour l'entreprise il y a des années ne constitue pas nécessairement un conflit d'intérêts qui justifierait votre récusation. » Le juge considéra cette remarque un instant avant de hocher la tête. « Vous avez raison, maître. Néanmoins, je tiens à ce que toutes les parties soient conscientes de ce lien. Si la défense souhaite demander ma récusation, je l'accepterai sans discussion. » Les avocats des fils Moreau se consultèrent rapidement, mais de façon surprenante. Ils décidèrent de ne pas demander la récusation. Peut-être espéraient-ils que le juge ferait preuve d'une impartialité extrême pour compenser ce lien. « Personnel. »« Très bien, alors nous allons procéder, » déclara le juge. « Maître Dubois, vous représentez les plaignants. Pourriez-vous exposer leurs griefs ?» L'avocat des fils Moreau se leva, boutonnant sa veste de costume, et commença à exposer leur version des faits. Selon eux, depuis la mort de leur père Marcel Moreau 3 ans plus tôt, leur mère avait perdu sa capacité à diriger efficacement l'entreprise. Ils l'accusaient d'avoir détourné des fonds à des fins personnelles, d'avoir pris des décisions commerciales désastreuses et de refuser tout conseil extérieur. Ils demandaient donc à ce qu'elle soit démise de ses fonctions de PDG et qu'un administrateur provisoire soit nommé en attendant qu'une nouvelle direction soit établie. Pendant que l'avocat parlait, Xénaïde gardait les yeux rivés droit devant elle. Pas une larme,
pas un tremblement. Sa dignité était intacte, même face aux mensonges et aux trahisons de ses propres enfants. Lorsque vint son tour de parler, son avocat présenta méthodiquement les preuves de sa gestion exemplaire. Les bilans financiers de l'entreprise montraient une croissance constante malgré la crise économique, les comptes personnels de Xénaïde étaient irréprochables, et plusieurs témoins allaient attester de son dévouement infatigable à l'entreprise familiale. Le juge écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles. À la fin des plaidoiries préliminaires, il annonça que les audiences se poursuivraient le lendemain avec l'audition des premiers témoins. Alors que la salle se vidait, Xénaïde resta assise un moment rassemblant ses forces. Elle sentit une présence à ses côtés et leva les yeux pour voir le juge qui s'était approché discrètement. « Madame Moreau, dit-il à voix basse, je tenais simplement à vous dire que ma mère serait horrifiée d'apprendre ce qui se passe. Elle vous admirait énormément. Je ne peux pas vous dire comment je vais trancher cette affaire, mais sachez que je serai juste et que j'examinerai tous les faits avec la plus grande attention. » Xénaïde hocha simplement la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle sentit une lueur d'espoir. Quelqu'un se souvenait encore de la personne qu'elle était vraiment. En sortant du tribunal, elle aperçut ses fils qui montaient dans une voiture luxueuse. Ils ne lui accordèrent pas un regard. Le cœur lourd, elle se dirigea vers le taxi qui l'attendait, déterminée à se battre jusqu'au bout, non pas par vengeance, mais pour préserver l'héritage qu'elle et Marcel avaient construit avec tant d'amour et de sacrifice. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. La nuit avait été longue et agitée pour Xénaïde. Allongée dans son grand lit vide, elle avait repassé dans sa tête chaque moment de l'audience, chaque expression sur les visages de ses fils, chaque mot prononcé par leurs avocats. Comment avait-il pu en arriver là? Comment l'amour pouvait-il se transformer en une telle amertume? Son réveil sonna à 5 heures, comme chaque matin depuis 40 ans. L'habitude d'une vie de travail. Elle n'avait jamais eu besoin de plus de 6 heures de sommeil, même maintenant, à l'âge où la plupart de ses amis profitèrent d'une retraite bien méritée. Elle prépara son café noir et s'installa à la table de la cuisine, contemplant le jardin à travers la fenêtre. C'était Marcel qui s'occupait de ce jardin. Depuis sa mort, elle avait engagé un jardinier, mais ce n'était plus pareil. Les 5 Roses n'avaient plus le même éclat, comme si elles aussi ressentèrent l'absence de celui qui les avait tant aimées. Son téléphone vibra, un message de Sophie, sa fidèle assistante depuis plus de 15 ans. Tout est prêt pour la réunion, de 8 heures. Ne vous inquiétez pas pour l'entreprise aujourd'hui. Concentrez-vous sur le tribunal. Nous sommes tous avec vous. Une bouffée de gratitude envahit Xénaïde. Au moins, certains lui restaient fidèles. Ses employés, ceux qu'elle avait toujours traités avec respect et équité, se tenaient à ses côtés dans cette épreuve. À 7h30, elle était déjà devant le tribunal de Lyon, vêtue d'un tailleur bleu marine, sobre mais élégant. Son avocat, Maître Laurent, l'attendait sur les marches. « Bonjour, Madame Moreau. Comment vous sentez-vous ce matin ?»« Prête, » répondit-elle simplement. L'audience reprit à 8 heures précises. Le premier témoin appelé à la barre fut Richard Pelletier, le directeur financier de Moreau Télécommunications, qui travaillait pour l'entreprise depuis plus de 25 ans. « Monsieur Pelletier, » commença l'avocat des fils Moreau, « pourriez-vous nous parler de l'évolution de la gestion financière de l'entreprise depuis le décès de monsieur Marcel Moreau ?» Richard ajusta ses lunettes et parla d'une voix calme et assurée. L'entreprise a traversé une période difficile après la perte de son cofondateur, c'est indéniable. Mais sous la direction de Madame Moreau, nous avons non seulement maintenu notre position sur le marché, mais nous l'avons renforcée. Nos résultats financiers du dernier exercice montrent une croissance de 7%, ce qui est remarquable dans notre secteur en ces temps économiques difficiles. N'est-il pas vrai que Madame Moreau a refusé plusieurs opportunités d'expansion qui auraient pu être bénéfiques pour l'entreprise, insista l'avocat. Madame Moreau a toujours privilégié une croissance stable et durable plutôt que des expansions rapides et risquées. C'est cette philosophie qui a permis à Moreau Télécommunications de survivre à 3 crises économiques majeures, quand beaucoup de nos concurrents ont fait faillite. L'interrogatoire continua pendant près d'1 heure.
l'avocat tentant, par tous les moyens, de faire dire à Richard Pelletier que la gestion de Xénaïde était problématique, mais le directeur financier resta inébranlable dans son soutien. Le témoin suivant fut une surprise pour Xénaïde. Patricia, la femme de son fils aîné Quentin. Elle s'avança vers la barre des témoins avec une assurance presque arrogante, évitant délibérément le regard de sa belle-mère. « Madame Moreau, » commença l'avocat de Xénaïde, « pouvez-vous nous parler de votre relation avec votre belle-mère » Patricia hésita un instant. « Nous avons toujours eu des différences d'opinion sur de nombreux sujets, » répondit-elle prudemment. « Pourriez-vous être plus spécifique » Xénaïde a toujours été très traditionnelle dans sa façon de voir les choses. Quand Quentin et moi nous sommes mariés, elle s'attendait à ce que je renonce à ma carrière pour me consacrer à la famille et éventuellement à l'entreprise. Mais j'ai mon propre cabinet d'architecture et je n'avais aucune intention d'abandonner. C'est pourquoi j'avais travaillé si dur. Xénaïde fut stupéfaite par ce mensonge éhonté. Jamais elle n'avait demandé à Patricia d'abandonner sa carrière. Au contraire, elle avait toujours admiré l'indépendance et l'ambition de sa belle-fille, même si leur relation était parfois tendue. « Madame Moreau, » continua l'avocat, « avez-vous déjà entendu votre belle-mère exprimer des préoccupations concernant la gestion de l'entreprise par votre mari ou son frère ?» Patricia jeta un coup d'œil rapide vers Quentin avant de répondre. « Oui, à plusieurs reprises. Elle disait qu'il n'était pas prêt, qu'il ne comprenait pas les vraies valeurs de l'entreprise. Elle parlait comme si personne d'autre qu'elle ne pouvait diriger Moreau Télécommunications. » L'indignation monta en Xénaïde, mais elle resta impassible. Son avocat reprit. « Madame Moreau, êtes-vous au courant que votre mari et son frère ont tenté de vendre une partie de l'entreprise à un concurrent direct sans en informer leur mère ?» Patricia pâlit légèrement. « Ce sont des rumeurs infondées. J'ai ici des copies d'emails échangés entre votre mari et Monsieur Duval, PDG de Duval Communications, discutant d'une vente de 30% des parts de Moreau Télécommunications. Ces emails datent de l'année dernière. » L'avocat s'approcha pour remettre les documents au juge. La salle bourdonna de murmures. Quentin et Norbert échangèrent des regards nerveux. Cette preuve n'était pas prévue dans leur stratégie. À la pause déjeuner, Xénaïde s'isola dans une petite salle mise à disposition par le tribunal. Son avocat la rejoignit, visiblement satisfait du déroulement de la matinée. « Vous avez vu leur visage quand j'ai sorti ces emails? Ils ne s'y attendaient pas. Nous avons marqué des points importants ce matin. » Xénaïde hocha la tête distraitement. « Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, maître Laurent. Ce sont mes fils. Comment ont-ils pu devenir si étrangers ?» L'avocat s'assit face à elle, abandonnant un instant son rôle professionnel. « Madame Moreau, j'ai vu beaucoup de conflits familiaux dans ma carrière. L'argent et le pouvoir peuvent transformer les gens, même ceux qu'on croyait connaître. »« Parfaitement. Marcel serait tellement déçu, » murmura-t-elle. « Tout ce qu'il voulait, c'était bâtir quelque chose qui durerait, quelque chose dont nos fils pourraient être fiers. Il les aimait tellement. »« Et vous aussi, vous les aimez, » répondit doucement l'avocat. « C'est pourquoi vous vous battez, pas seulement pour l'entreprise, mais pour les valeurs qu'elle représente, les valeurs que vous espériez leur transmettre. » Xénaïde essuya discrètement une larme qui menaçait de couler. « Allons-y, finissons-en avec cette journée. » L'après-midi fut consacré au témoignage de plusieurs employés de l'entreprise, tous unanimes dans leur soutien à Xénaïde. L'un après l'autre, ils vinrent raconter comment elle avait géré la transition après la mort de son mari, comment elle avait préservé l'esprit familial de l'entreprise tout en la modernisant, comment elle connaissait le nom de chaque employé et s'enquérait régulièrement de leur famille. Le dernier témoin de la journée fut Norbert, le fils cadet de Xénaïde. Contrairement à son frère Quentin, qui semblait mener cette croisade contre leur mère avec une détermination féroce, Norbert paraissait mal à l'aise, presque honteux. « Monsieur Moreau, » commença l'avocat de ses parents, « pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez rejoint cette action en justice contre votre mère ?» Norbert jeta un regard vers Quentin avant de répondre. « Nous pensons que l'entreprise a besoin d'évoluer. Les méthodes de gestion de ma mère sont dépassées. Elle refuse d'envisager de nouvelles directions, de nouveaux marchés. Pourtant, les résultats financiers démontrent le contraire, n'est-ce pas? L'entreprise n'a jamais été aussi prospère. Les chiffres ne disent pas tout, bafouilla Norbert. Il y a des opportunités manquées, des opportunités comme la vente partielle à Duval Communications.
coupa l'avocat. Norbert baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Ce n'était qu'une discussion préliminaire. Une discussion que vous et votre frère avez délibérément cachée à votre mère, la PDG de l'entreprise. Nous savions qu'elle s'y opposerait, parce que c'était contraire aux intérêts de l'entreprise et aux valeurs sur lesquelles elle a été fondée, n'est-ce pas? Norbert ne répondit pas, gardant obstinément les yeux baissés. À la fin de cette longue journée d'audience, le juge annonça que les plaidoiries finales auraient lieu le lendemain matin. Alors que tout le monde se levait, Xénaïde remarqua que Norbert s'attardait comme s'il voulait lui parler. Mais un regard sévère de Quentin le fit rapidement détourner les yeux et suivre son frère hors de la salle. Sur le chemin du retour, dans le taxi qui la ramenait chez elle, Xénaïde reçut un appel de Claude Martin, un vieil ami de la famille et membre du conseil d'administration de l'entreprise. « Xénaïde, comment s'est passée cette deuxième journée ?»« Mieux que je ne l'espérais, Claude. Mais c'est tellement douloureux. »« Je comprends. Écoute, j'ai peut-être des informations qui pourraient t'intéresser. J'ai rencontré un ancien collègue qui travaille maintenant chez Duval Communication. Il m'a dit quelque chose de troublant. Apparemment, ce n'est pas Quentin et Norbert qui ont approché Duval pour la vente, mais l'inverse. Duval a délibérément ciblé tes fils, sachant qu'ils étaient les maillons faibles. » Xénaïde sentit son cœur se serrer davantage. Ses fils avaient été manipulés? Cela ne justifiait pas leur trahison, mais cela l'expliquait peut-être en partie. « Merci, Claude. Je vais en parler à mon avocat. » En raccrochant, Xénaïde regarda par la fenêtre du taxi les rues animées de Lyon. La ville où elle et Marcel avaient commencé leur vie ensemble, où ils avaient fondé leur entreprise, où ils avaient élevé leurs fils. Tant de souvenirs, tant d'années de bonheur, et maintenant tout semblait s'effondrer. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui disait que rien n'était encore perdu. Que peut-être, juste peut-être, cette épreuve pourrait être l'occasion de reconstruire quelque chose de meilleur, de plus fort. Non pas l'entreprise, mais sa famille. En arrivant chez elle, Xénaïde trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, un simple mot écrit à la main « Je suis désolé ». N. Norbert. Son petit garçon. Peut-être y avait-il encore de l'espoir. Elle s'endormit ce soir-là avec, pour la première fois depuis le début de cette affaire, un léger sourire aux lèvres. Ce matin-là, Xénaïde se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Le sommeil l'avait fui vers 4 heures du matin, la laissant dans cet état de semi-conscience où les pensées tourbillonnent sans répit. La note de Norbert était posée sur sa table de nuit. Elle l'avait relue plusieurs fois avant de s'endormir, cherchant entre ces quelques mots un signe, une promesse que tout n'était pas perdu. Elle se prépara lentement, choisissant avec soin sa tenue pour ce jour crucial, un tailleur bordeaux que Marcel aimait particulièrement. « Cette couleur te donne une aura de force tranquille, » lui disait-il. Elle en aurait besoin aujourd'hui. Sur le chemin du tribunal, elle réfléchissait à ce que Claude lui avait révélé la veille. Si Duval Communication avait délibérément ciblé ses fils, cela changeait la perspective. Pas la douleur de la trahison, mais peut-être les motivations. Son avocat l'attendait devant la salle d'audience, un dossier sous le bras et une expression confiante sur le visage. « J'ai reçu une information hier soir, » lui dit-elle immédiatement. « Il semblerait que ce soit Duval qui ait approché mes fils et non l'inverse. » Maître Laurent haussa les sourcils. « C'est intéressant, mais difficile à prouver sans témoignage direct. Nous pourrions tenter d'interroger Norbert à ce sujet, il semble être le plus susceptible de craquer sous la pression. » Xénaïde secoua la tête. « Non, je ne veux pas monter mes fils l'un contre l'autre. Ce conflit est déjà assez destructeur comme ça. » L'avocat la regarda avec un mélange de respect et d'incompréhension. La plupart de ses clients auraient saisi n'importe quelle opportunité pour gagner leur procès, surtout face à une telle trahison. « Comme vous voudrez, Madame Moreau, mais sachez que nous avons un dossier solide même sans cet élément. » La salle d'audience était plus remplie que les jours précédents. La nouvelle de ce procès familial extraordinaire s'était répandue, attirant journalistes et curieux. Xénaïde aperçut plusieurs visages familiers. Des employés de Moreau Télécommunications venus la soutenir, des amis de longue date, même quelques concurrents probablement venus observer cette guerre fratricide avec une satisfaction malsaine. Le juge Mercier entra et tout le monde se leva. Il semblait particulièrement grave ce matin-là,
comme si le poids de cette affaire pesait lourdement sur ses épaules. « Mesdames et messieurs, avant de commencer les plaidoiries finales, j'aimerais faire une déclaration, annonça-t-il. Cette cour a entendu beaucoup de témoignages ces 2 derniers jours. Des témoignages parfois contradictoires, parfois émotionnels, mais toujours révélateurs de la complexité des relations humaines, particulièrement au sein d'une famille en affaires. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « Je tiens à rappeler que mon rôle n'est pas de juger la qualité des relations familiales, mais d'évaluer si Madame Xénaïde Moreau a failli à ses devoirs de PDG de Moreau Télécommunications, comme l'affirment les plaignants. Avec cela en tête, j'invite maintenant les avocats à présenter leur plaidoirie finale. » L'avocat des fils Moreau se leva le premier. Son discours était bien rodé, mettant l'accent sur la nécessité d'un changement de génération à la tête de l'entreprise, sur l'importance de s'adapter aux nouvelles réalités du marché et sur le devoir fiduciaire de Xénaïde envers tous les actionnaires, pas seulement envers sa vision personnelle de l'entreprise. Mais ses arguments semblaient sonner creux face aux preuves présentées les jours précédents, les résultats financiers excellents, les témoignages unanimes des employés, et surtout la révélation de la tentative de vente secrète à Duval Communications. Quand vint le tour de Maître Laurent, il adopta une approche différente. Plutôt que d'attaquer frontalement Quentin et Norbert, il choisit de célébrer l'héritage de Marcel et Xénaïde Moreau. « Votre honneur, cette affaire n'est pas simplement une question de chiffres et de stratégie d'entreprise. C'est l'histoire d'un couple qui a bâti plus qu'une entreprise. Ils ont créé une famille, au sens le plus large du terme. Moreau Télécommunications n'emploie pas des travailleurs, mais des collaborateurs. Ne génère pas seulement des profits, mais de la valeur. Ne vend pas simplement des produits, mais maintient des connexions humaines. » Il se tourna brièvement vers Quentin et Norbert. Les plaignants parlent de modernisation, d'adaptation, mais ils confondent changement et progrès. Madame Moreau a prouvé, chiffres à l'appui, que son approche de la gestion, une approche centrée sur l'humain, sur la durabilité, sur l'excellence plutôt que sur la croissance à tout prix, fonctionne. Non seulement elle fonctionne, mais elle prospère dans un marché pourtant extrêmement compétitif et volatile. Il conclut en citant Marcel Moreau lui-même, dans une interview donnée peu avant sa mort. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage doit être fait avec intégrité, respect et amour. C'est la seule façon de bâtir quelque chose qui vous survivra. Après les plaidoiries, le juge annonça qu'il se retirait pour délibérer et rendrait sa décision le lendemain matin. En quittant la salle, Xénaïde croisa le regard de Norbert. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Du regret, peut-être même de la honte. À la sortie du tribunal, elle fut surprise de trouver Sophie, son assistante, qui l'attendait avec une expression à la fois excitée et inquiète. « Madame Moreau, j'ai quelque chose d'important à vous montrer, » dit-elle en lui tendant une tablette. « C'est un email que je viens de recevoir. Il est adressé à vous, mais votre boîte professionnelle est saturée. Alors ça a été redirigé vers moi. » Xénaïde prit la tablette et lut l'email affiché à l'écran. Il provenait d'Axel. « Duval, le PDG de Duval Communications. Chère Madame Moreau, j'espère que vous me pardonnerez cette intrusion dans ce moment difficile. J'ai appris pour le procès qui vous oppose à vos fils, et je me sens en partie responsable. Il y a 6 mois, j'ai effectivement approché Quentin et Norbert avec une proposition d'acquisition partielle de Moreau Télécommunications. Cela faisait partie d'une stratégie agressive d'expansion que mon conseil d'administration m'avait imposée. Je savais que vous refuseriez toute offre étant donné nos différences philosophiques sur la façon de gérer une entreprise. Je dois admettre que j'ai délibérément joué sur les faiblesses de vos fils. L'ambition démesurée de Quentin, l'insécurité de Norbert. Je leur ai fait miroiter des postes importants, des bonus substantiels, une modernisation de l'entreprise familiale. Je ne m'attendais pas à ce que cela dégénère en un procès public. Je vous présente mes excuses les plus sincères pour le rôle que j'ai joué dans cette situation. Si vous le souhaitez, je suis prête à témoigner de ces faits devant le tribunal. Avec mes respects, Axel Duval. » Xénaïde relut l'email 2 fois, incrédule. Axel Duval, connu pour être un homme d'affaires impitoyable, admettant ses torts et offrant son aide. C'était surprenant, pour ne pas dire suspect. « Qu'en pensez-vous, Sophie? Est-ce sincère, selon vous ?» Sophie hésita. « Je ne sais pas, madame.
Peut-être a-t-il eu des remords, ou peut-être veut-il simplement se positionner. Du côté du vainqueur, maintenant qu'il voit que la procédure tourne à votre avantage, Zénaïde rendit la tablette à son assistante. « Transmettez cet email à Maître Laurent, qu'il l'analyse et me donne son avis. Mais pour l'instant, je ne crois pas que nous en ferons usage. Quelque chose me dit que ce n'est pas terminé, et je ne veux pas jouer le jeu de Duval. Et je préfère trouver une solution qui préserve la possibilité d'une réconciliation avec mes fils. » De retour chez elle, Zénaïde se sentait épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement. 3 jours de procès, 3 jours à revivre les moments les plus douloureux de ces dernières années, 3 jours à voir ses fils la regarder comme une étrangère, comme une ennemie. Elle sortit dans le jardin et s'assit sur le banc que Marcel avait fabriqué de ses propres mains pour leur 20e anniversaire de mariage. Le soleil déclinait doucement, illuminant les roses d'une lueur dorée. « Marcel, » murmura-t-elle, « au vent du soir, que dois-je faire? Je sais que tu voudrais que je me batte pour l'entreprise, pour tout ce que nous avons construit ensemble. Mais ce sont nos enfants. Quoi qu'ils aient fait, ils restent nos enfants. » Le vent agita doucement les roses, comme si Marcel lui répondait à sa manière. Une larme coula sur sa joue, la première qu'elle s'autorisait depuis le début de cette épreuve. Son téléphone sonna, interrompant ce moment de communion silencieuse. C'était Maître Laurent. « Madame Moreau, j'ai analysé l'email de Duval. Je pense qu'il est authentique, mais ses motivations restent suspectes. Utiliser ce témoignage serait risqué. D'une part, cela pourrait définitivement retourner le cas en votre faveur. D'autre part, cela pourrait approfondir le fossé avec vos fils, les humilier publiquement en révélant qu'ils ont été manipulés. » Zénaïde soupira. C'était exactement ce qu'elle craignait. « Je ne veux pas l'utiliser, maître. Quelle que soit la décision du juge demain, je dois pouvoir regarder mes fils dans les yeux après. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Vous êtes une femme remarquable, Madame Moreau. Peu de personnes feraient ce choix à votre place. Ce n'est pas une question de noblesse, maître. C'est une question d'amour. On ne peut pas effacer 40 ans d'amour, même après une trahison. » Après avoir raccroché, Zénaïde resta encore un moment dans le jardin, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel. Demain, tout serait décidé. Mais quoi qu'il arrive, elle savait maintenant ce qu'elle voulait vraiment. Pas gagner un procès, mais retrouver ses fils. Avec cette résolution en tête, elle rentra dans la maison et pour la première fois depuis des semaines, elle s'endormit paisiblement. Le bruit de la pluie sur les carreaux réveilla Zénaïde. Une aube grise se levait sur Lyon, comme si le ciel lui-même reflétait la gravité de ce jour. Elle se prépara méthodiquement, choisissant cette fois un tailleur gris-perle sobre et élégant. Pas de bijoux, à l'exception de son alliance qu'elle n'avait jamais quittée depuis la mort de Marcel. Avant de partir, elle s'arrêta devant la photo de son défunt mari posée sur le buffet du salon. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je t'aime, Marcel. Et j'aime nos fils, malgré tout. » Le tribunal était encore plus bondé que la veille. Des journalistes s'étaient massés à l'entrée, attirés par le parfum de scandale que dégageait cette affaire. Zénaïde passa devant eux, tête haute, ignorant les questions et les flashs des appareils photos. En entrant dans la salle d'audience, elle remarqua immédiatement que Norbert était seul à la table des plaignants. Quentin et Patricia brillaient par leur absence. Était-ce bon signe? Mauvais signe? Son avocat se pencha vers elle. « J'ai appris que Quentin et Duval ont été vus ensemble hier soir, dans un restaurant huppé de Lyon. C'est peut-être lié à l'email, peut-être pas. Mais c'est étrange qu'il ne soit pas là aujourd'hui. » Zénaïde hocha la tête, observant Norbert qui semblait nerveux, presque fébrile. Il jetait régulièrement des coups d'œil vers l'entrée de la salle, comme s'il attendait quelqu'un. Le juge Mercier fit son entrée à 9 heures précises. Après les formalités d'usage, il remarqua l'absence de Quentin. « Je constate que l'un des plaignants est absent. Son avocat peut-il expliquer cette absence ?» Maître Dubois se leva, visiblement mal à l'aise. « Votre honneur, Monsieur Quentin Moreau m'a informé ce matin qu'il ne pourrait pas être présent, pour des raisons personnelles urgentes. Il m'a demandé de vous présenter ses excuses et de procéder sans lui. » Le juge fronça les sourcils. « C'est inhabituel, mais nous allons poursuivre. Avant de rendre mon jugement, y a-t-il des éléments nouveaux que les parties souhaitent porter à ma connaissance ?» Norbert se leva brusquement, surprenant tout le monde, y compris son propre avocat, qui tenta de le faire rasseoir. « Votre honneur, j'ai quelque chose à dire.
Le juge lui fit signe de continuer, intrigué par cette intervention inattendue. « Je souhaite retirer ma plainte contre ma mère, Xénaïde Moreau. » Un murmure parcourut la salle. Xénaïde sentit son cœur s'accélérer. « Monsieur Moreau, êtes-vous certain de cette décision ?» demanda le juge. « Oui, votre honneur. J'ai été influencé. Par mon frère, par sa femme, par Axel Duval. Ils m'ont fait croire que ma mère était un obstacle au progrès de l'entreprise, qu'elle refusait de voir la réalité du marché. Mais j'ai réalisé que c'était faux. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était protéger ce que mes parents avaient construit ensemble, préserver les valeurs qui ont fait le succès de Moreau Télécommunications. » Il se tourna vers Xénaïde, les yeux brillants de larmes contenues. « Je te demande pardon, maman, j'ai été faible, j'ai été stupide. Je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère qu'un jour... » Il ne put terminer sa phrase, submergé par l'émotion. Son avocat, visiblement désemparé par ce revirement, tenta d'intervenir. « Votre honneur, mon client est clairement sous le coup d'une forte émotion. Je demande une suspension d'audience pour pouvoir m'entretenir avec lui. » Le juge considéra cette demande un instant avant de secouer la tête. « Maître, votre client est un adulte responsable de ses actes et de ses paroles. S'il souhaite retirer sa plainte, c'est son droit le plus strict. Cependant, ajouta-t-il en se tournant vers Norbert, je dois m'assurer que cette décision est prise en toute connaissance de cause. Monsieur Moreau, comprenez-vous que retirer votre plainte signifie abandonner toute contestation de la gestion de votre mère? Oui, votre honneur, répondit Norbert d'une voix plus ferme, et je souhaite aller plus loin. Je démissionne officiellement de mon poste de directeur marketing de Moreau Télécommunications. Je ne mérite pas cette position, pas après ce que j'ai fait. » Cette déclaration provoqua un nouveau murmure dans la salle. Xénaïde restait immobile, trop stupéfaite pour réagir. Le juge se tourna vers Maître Dubois. « Qu'en est-il de votre autre client, Monsieur Quentin Moreau? Maintient-il sa plainte ?» L'avocat hésita, visiblement pris au dépourvu par ce développement inattendu. « Je dois consulter mon client, votre honneur. Je n'ai pas reçu d'instruction à ce sujet. Dans ce cas, nous allons prendre une pause de 30 minutes pour vous permettre de contacter Monsieur Quentin Moreau. La séance est suspendue. » Alors que tout le monde se levait, Xénaïde resta assise, fixant son fils cadet qui se tenait toujours debout, les épaules affaissées comme si un poids énorme venait de lui être retiré. Elle se leva lentement et s'approcha de lui. « Norbert. » Il leva les yeux vers elle, le visage ravagé par le remords. « Maman, je suis tellement désolé, je ne sais pas comment j'ai pu... » Elle le coupa en le prenant dans ses bras, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Il était si grand maintenant, si différent du petit garçon qu'elle berçait autrefois. Et pourtant, dans ses bras, il redevenait ce petit garçon, vulnérable et en quête de réconfort. « Tu es mon fils, » murmura-t-elle. « Rien ne pourra jamais changer ça, pas même une trahison. » Ils restèrent ainsi un long moment, ignorant les regards et les chuchotements autour d'eux. Puis Maître Laurent s'approcha discrètement. « Madame Moreau, Maître Dubois m'informe qu'il n'arrive pas à joindre Quentin. Mais il y a autre chose. Un journaliste vient de lui montrer un communiqué de presse publié il y a moins d'1 heure. Duval Communications annonce l'acquisition de Quasar Tech, un concurrent direct de Moreau Télécommunications. Et devinez qui est nommé comme nouveau directeur des opérations? Quentin Moreau. » Xénaïde sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quentin avait vendu son âme à Duval. Il avait abandonné l'entreprise familiale pour rejoindre un concurrent. « Comment a-t-il pu faire ça ?» murmura Norbert, qui avait entendu la conversation. « C'est encore pire que ce que nous voulions faire avant. » Xénaïde serra la main de son fils. « Chacun fait ses choix, Norbert. Ton frère a fait le sien. Nous devons maintenant faire les nôtres. » La séance reprit, mais sans nouvelles de Quentin. Son avocat, embarrassé, confirma qu'il n'avait pas réussi à le joindre et ne savait pas comment procéder. Le juge Mercier prit alors une décision. Étant donné qu'un des plaignants a retiré sa plainte et que l'autre est absent sans explication, je considère cette affaire comme close. Toutes les accusations contre Madame Xénaïde Moreau sont abandonnées et elle conserve l'intégralité de ses fonctions et prérogatives au sein de Moreau Télécommunications. Il frappa de son marteau, marquant ainsi la fin officielle du procès. « Madame Moreau, » ajouta-t-il en quittant son estrade, « permettez-moi de vous présenter mes excuses personnelles pour cette épreuve que vous avez dû traverser. Votre dignité et votre force de caractère forcent le respect. » Xénaïde le remercia d'un hochement de tête,
encore sous le choc des révélations concernant Quentin. En sortant du tribunal, elle trouva une foule de journalistes qui l'attendaient, avides de commentaires sur l'issue du procès et sur la trahison de son fils aîné. Mais elle traversa cette meute sans répondre, Norbert à ses côtés, protecteur. Ce n'était pas le moment des déclarations publiques, c'était le moment de panser les plaies, de reconstruire et peut-être, un jour, de pardonner. Avez-vous déjà vécu une trahison familiale comme celle-ci, ou connaissez-vous quelqu'un qui y a été confronté? Partagez votre expérience dans les commentaires. La pluie s'était arrêtée, laissant place à une luminosité étrange, presque irréelle. Les rues de Lyon luisaient sous un soleil timide, comme lavé de leurs impuretés. Xénaïde et Norbert marchaient côte à côte en silence, chacun perdu dans ses pensées. Ils avaient décidé d'aller prendre un café dans un petit bistrot près du vieux Lyon, loin des regards indiscrets et des questions embarrassantes. Une fois installé, Norbert fut le premier à rompre le silence. « Je ne sais pas par où commencer. Maman, ces derniers mois, tout est allé si vite. Quentin était tellement persuasif, tellement sûr que c'était la meilleure chose à faire pour l'entreprise. Et moi, j'ai juste suivi. » Xénaïde observa son fils. À 32 ans, il avait toujours ce regard incertain, cette tendance à chercher l'approbation des autres. Quentin l'avait toujours dominé, depuis l'enfance. Ce n'était pas surprenant qu'il l'ait entraîné dans cette aventure désastreuse. « Quand as-tu commencé à douter ?» demanda-t-elle doucement. Norbert tourna sa tasse de café entre ses mains, cherchant ses mots. « Je crois que c'était après notre première rencontre avec Duval. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler de l'entreprise, comme si ce n'était qu'une marchandise, un objet à acquérir et à dépecer pour en extraire le maximum de valeur. Ça m'a mis mal à l'aise, mais Quentin était tellement enthousiaste. Et Patricia n'arrêtait pas de me dire que c'était notre chance de sortir de ton ombre, de devenir nos propres hommes. » Il eut un rire amer. Quelle ironie! Maintenant, Quentin est littéralement dans l'ombre de Duval. Il a échangé une prétendue domination pour une réelle subordination. Xénaïde soupira. « Ton frère a toujours voulu prouver qu'il était à la hauteur de l'héritage de ton père. Peut-être que diriger l'entreprise familiale représentait trop de pression, trop de comparaison inévitable avec Marcel. Ce n'est pas une excuse pour ce qu'il a fait, répliqua Norbert, une pointe de colère dans la voix. Il t'a trahi, il a trahi papa, il a trahi tout ce que vous avez construit ensemble. Non, ce n'est pas une excuse, concéda Xénaïde, mais comprendre n'est pas pardonner. Je veux comprendre ce qui a poussé mon fils à agir ainsi. Le pardon viendra peut-être avec le temps. » Elle prit une gorgée de son café, laissant la chaleur et l'amertume l'envahir. « Et toi, Norbert, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?»« Je ne sais pas, admit-il. J'ai démissionné de l'entreprise, et je pense que c'était la bonne décision. Je ne mérite pas d'y travailler, pas après ce que j'ai fait, mais je ne... » « C'est pas ce que je vais faire ensuite. » Xénaïde posa sa main sur celle de son fils. « Tu as fait une erreur, Norbert. Une erreur grave, certes, mais pas irréparable. Tu as eu le courage de reconnaître cette erreur, de te tenir devant un tribunal et d'admettre que tu avais tort. Ce n'est pas rien. » Elle fit une pause, réfléchissant à ce qu'elle allait dire ensuite. « Je ne vais pas te proposer de reprendre ton poste tout de suite. Ce serait trop facile, pour toi comme pour moi. Tu as raison de vouloir prendre du recul. Mais l'entreprise sera toujours là, Norbert. Et ta place aussi quand tu seras prêt à la reprendre. » Les yeux de son fils s'emplirent de larmes. « Tu es trop bonne, maman. Après tout ce que nous t'avons fait subir. » « Je ne suis pas bonne, Norbert. Je suis ta mère. Et j'ai appris avec le temps que l'amour n'est pas un sentiment, c'est un choix. Un choix qu'on fait chaque jour, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. » Ils terminèrent leur café en parlant de choses plus légères, des souvenirs d'enfance, des anecdotes sur Marcel, des projets pour l'avenir. Une forme de normalité commençait à se réinstaller entre eux, fragile mais réelle. En sortant du café, Xénaïde reçut un appel de Sophie. « Madame Moreau, je suis désolé de vous déranger, mais il y a une situation au bureau. Les employés ont appris pour le procès, pour la démission de Norbert et le départ de Quentin chez Duval. Il y a beaucoup d'inquiétudes, des rumeurs qui circulent. J'arrive, Sophie. Préviens tout le monde que je ferai une déclaration à 14 heures. » Dans la salle de conférence principale, elle se tourna vers Norbert. « Je dois retourner à l'entreprise. Tu veux venir ?» Il hésita puis secoua la tête. « Pas maintenant. Je ne suis pas prêt à affronter tout le monde.
mais bientôt peut-être. Elle hocha la tête, comprenant. « Prends le temps qu'il te faut. Au fait, où vas-tu rester? Toujours avec Quentin et Patricia? » « Non, répondit-il fermement. Je vais prendre une chambre d'hôtel pour quelques jours, le temps de trouver un appartement. Tu pourrais venir à la maison, proposa Xénaïde. Ta chambre est toujours là, tu sais. Norbert sourit, un sourire triste mais sincère. Merci, maman, mais je crois que j'ai besoin d'être seul un moment pour réfléchir à tout ça, pour comprendre comment j'en suis arrivé là et surtout, comment ne pas y retomber. Ils se séparèrent sur une étreinte maladroite mais sincère, promettant de dîner ensemble le lendemain soir. En arrivant au siège de Moreau Télécommunications, Xénaïde fut accueillie par un mélange de regards, soutien, curiosité, inquiétude. Elle traversa les couloirs la tête haute, saluant chaque employé par son nom, comme elle l'avait toujours fait. Dans son bureau, elle trouva Sophie qui l'attendait avec une pile de dossiers et une expression préoccupée. « Les médias n'arrêtent pas d'appeler », annonça-t-elle sans préambule. « Ils veulent tous une déclaration sur le procès, sur le départ de Quentin chez Duval, sur l'avenir de l'entreprise ?»« Ils l'auront », répondit calmement Xénaïde. « Mais d'abord, réunissons notre famille. » À 14 heures précises, la grande salle de conférence était pleine à craquer. Employés, cadres, personnel administratif, tous étaient venus entendre ce que leur PDG avait à dire après cette semaine tumultueuse. Xénaïde monta sur l'estrade et le silence se fit instantanément. Elle regarda ces visages familiers, ces personnes qui avaient partagé tant d'années de travail, de succès, parfois d'échecs, mais toujours ensemble. « Bonjour à tous », commença-t-elle. « Je sais que ces derniers jours ont été difficiles et confus pour beaucoup d'entre vous. Des rumeurs ont circulé, des inquiétudes se sont exprimées. Je suis ici aujourd'hui pour mettre fin à cette incertitude et vous dire exactement où nous en sommes. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Oui, mes fils m'ont intenté un procès pour me destituer de mon poste de PDG. Oui, ce procès s'est terminé ce matin, à mon avantage. Oui, mon fils aîné Quentin a quitté l'entreprise pour rejoindre Duval Communications et mon fils cadet Norbert a démissionné de son poste de directeur marketing. » Des murmures parcouraient maintenant la salle. Elle leva la main pour ramener le calme. « Ce sont les faits et je ne vais pas les embellir ou prétendre qu'ils ne sont pas douloureux. Ils le sont, profondément. Mais ce que je veux que vous sachiez tous, c'est que Moreau Télécommunications n'est pas défini par ces événements. Notre entreprise n'est pas seulement une structure commerciale, des contrats, des produits. Elle est avant tout une communauté de personnes qui partagent des valeurs, l'excellence, le respect, l'innovation responsable. » Elle fit une pause, balayant la salle du regard, établissant un contact visuel avec autant de personnes que possible. « Marcel et moi avons fondé cette entreprise avec une vision. Créer des technologies qui rapprochent les gens, pas qui les isolent. Qui servent l'humanité, pas qui la servissent. Cette vision est plus pertinente que jamais dans le monde d'aujourd'hui, et je m'engage à la maintenir vivante. » Elle sourit, un sourire qui atteignait ses yeux pour la première fois depuis longtemps. « On m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas pris ma retraite après la mort de Marcel. La réponse est simple, parce que mon travail ici n'est pas terminé. Parce que ce que nous construisons ensemble est trop important pour être abandonné. Parce que vous êtes tous devenus ma seconde famille, et qu'on n'abandonne pas sa famille quand les temps sont difficiles. » Des applaudissements spontanés éclatèrent dans la salle. Xénaïde attendit qu'il se calme avant de conclure. « Dans les jours à venir, nous allons réorganiser certaines équipes pour compenser les départs récents. Je compte sur chacun d'entre vous pour redoubler d'efforts durant cette période de transition. Mais sachez une chose, Moreau Télécommunications n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Non pas malgré les épreuves que nous avons traversées, mais grâce à elles, car c'est dans l'adversité que se révèle notre véritable caractère. » Elle termina son discours sous une standing ovation, émue par cet élan de soutien. En terrain. Descendant de l'estrade, elle fut entourée d'employés venus lui exprimer personnellement leur solidarité. Ils étaient sa véritable famille, réalisa-t-elle, autant que ses propres enfants. Plus tard dans la journée, alors qu'elle travaillait dans son bureau, Sophie frappa à sa porte. « Madame Moreau, il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Il n'a pas rendez-vous, mais il insiste. »« Qui est-ce ?»« Axel Duval. » Xénaïde sentit son corps se raidir. « Axel Duval, ici, après tout ce qui s'était passé ?»
Après avoir débauché son fils, « Faites-le entrer », décida-t-elle après un moment d'hésitation. Axel Duval entra grand, élégant, le visage impassible comme toujours. Il avait cette aura d'assurance qui caractérise les hommes de pouvoir. « Madame Moreau, merci de me recevoir. »« Sans rendez-vous. Je vous en prie, monsieur Duval, que me vaut le plaisir de votre visite? Venez-vous me présenter vos félicitations pour ma victoire au tribunal ou vous vanter d'avoir recruté mon fils ?» Il eut un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ni l'un ni l'autre, je le crains. Je suis venu vous faire une proposition. »« Encore une ?» La dernière n'était pas très éthique. « Précisément pourquoi je viens vous voir directement cette fois, » répondit-il sans se démonter. « Voici ma proposition. Un partenariat entre Moreau Télécommunications et Duval Communications. » Zénaïde le regarda incrédule. « Un partenariat? Après tout ce que vous avez fait? Les affaires et les sentiments personnels sont deux choses distinctes, Madame Moreau. Vous le savez aussi bien que moi. Oui, j'ai recruté votre fils. Oui, j'ai tenté d'acquérir votre entreprise par des moyens discutables. Mais le fait demeure. Nos deux entreprises seraient plus fortes ensemble que séparées. Et pourquoi accepterais-je une telle proposition? Duval se pencha en avant, les yeux brillants d'une intensité presque féroce. Parce que le marché change, Madame Moreau. De nouveaux acteurs émergent, plus grands, plus riches, plus agressifs. Que nous ne le serons jamais séparément. Si nous n'unissons pas nos forces, nous serons tous deux marginalisés, puis absorbés. Il y avait une sincérité inhabituelle dans sa voix qui fit réfléchir Zénaïde. Elle connaissait Axel Duval depuis des années, un concurrent redoutable mais respecté. S'il était vraiment inquiet pour l'avenir, peut-être y avait-il quelque chose à considérer. Et quel genre de partenariat proposez-vous exactement? Une alliance stratégique, pas une fusion, pas une acquisition. Chaque entreprise conserve son identité, sa direction, son autonomie. Mais nous mettons en commun nos ressources pour la R&D, nous coordonnons nos offres commerciales, nous partageons certaines infrastructures. L'idée n'était pas sans mérite, dut admettre Zénaïde. Et mon fils, quel rôle jouerait-il dans cette alliance? Quentin serait un lien naturel entre nos deux organisations. Il connaît Moreau Télécommunications intimement et il apprend vite comment fonctionne Duval Communications. Zénaïde s'autorisa un petit sourire ironique. Vous savez, monsieur Duval, il y a quelque chose de presque poétique dans tout cela. Vous avez essayé de diviser ma famille pour conquérir mon entreprise et maintenant vous suggérez d'utiliser cette même division comme un pont entre nous. Duval eut la grâce de paraître légèrement embarrassé. Je ne suis pas fier de mes méthodes, Madame Moreau, mais je suis pragmatique. Et je crois sincèrement que ce partenariat pourrait être bénéfique pour tous, y compris pour votre famille. Zénaïde réfléchit un moment. Je ne peux pas vous donner de réponse immédiate, monsieur Duval. Je dois consulter mon équipe, mon conseil d'administration, et je dois réfléchir à toutes les implications professionnelles et personnelles. Je comprends parfaitement. Prenez le temps qu'il vous faut. Il se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Une dernière chose, Madame Moreau. Quels que soient nos différents passés, je vous ai toujours admiré. Votre intégrité, votre vision, votre ténacité, Marcel serait fier de vous. Cette mention de son mari la surprit, mais elle ne laissa rien paraître. Merci, monsieur. Duval, je vous ferai connaître ma décision dans les prochains jours. Après son départ, Zénaïde resta longtemps à contempler le portrait de Marcel accroché au mur de son bureau. Que penserait-il de tout cela? De ses fils qui se déchirent, de ce concurrent qui devient peut-être un allié, de cette entreprise qui continue malgré tout. « Tu me manques tellement dans ces moments-là », murmura-t-elle. « Tes conseils me manquent, ta sagesse, ton rire, tout de toi me manque. » Mais au fond d'elle-même, elle savait ce que Marcel aurait dit. « Fais ce qui est juste, Zénaïde. Pas ce qui est facile, pas ce qui est attendu, ce qui est juste. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle savait exactement ce que cela signifiait. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle eut la surprise de trouver Norbert qui l'attendait sur le perron, une valise à ses pieds. « J'ai changé d'avis », dit-il simplement. « Je voudrais rentrer à la maison si l'offre tient toujours. » Et dans cette simple phrase, dans ce retour du fils prodigue, Zénaïde sentit une promesse de renouveau, de guérison, qui lui réchauffa. Le cœur malgré la fraîcheur de la nuit lyonnaise. Que va-t-il se passer maintenant? Zénaïde acceptera-t-elle l'offre de Duval? Quentin reviendra-t-il un jour vers sa famille?
La réponse dans les prochains chapitres. Les jours qui suivirent furent comme un étrange entre-deux pour Xénaïde. Son état suspendu entre la fin d'une épreuve et le début d'une nouvelle ère. Avoir Norbert à la maison était à la fois réconfortant et déstabilisant. Leur relation, encore fragile, oscillait entre des moments de complicité retrouvés et des silences embarrassés, lourds des non-dits et des blessures récentes. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Norbert posa la question qui flottait entre eux depuis des jours. « As-tu des nouvelles de Quentin ?» Xénaïde reposa sa tasse de thé cherchant ses mots. « Non, aucune. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne répond pas. J'ai même envoyé Sophie chez lui, mais apparemment, ils ont déménagé, lui et Patricia, sans laisser d'adresse. » Norbert baissa les yeux, visiblement troublé. « C'est ma faute. J'aurais dû être plus ferme dès le début, lui tenir tête quand il a commencé à comploter avec Duval. »« Ne te blâme pas, » dit doucement Xénaïde. « Quentin a toujours fait ses propres choix. Même enfant, il était déjà déterminé. »« Obstiné, tu veux dire ?» corrigea Norbert avec un petit sourire triste. « Papa disait toujours qu'il tenait ça de toi. » Cette remarque fit sourire Xénaïde. C'était vrai. Marcel l'avait souvent taquiné sur son entêtement, sa détermination inébranlable, comme il l'appelait plus diplomatiquement. Et Quentin avait hérité de ce trait de caractère, pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est vrai. Peut-être. Est-ce pour cela que nous nous sommes toujours heurtés, lui et moi, trop semblables sur certains points? Un silence confortable s'installa entre eux, jusqu'à ce que Norbert reprenne, hésitant. « Maman, j'ai réfléchi à ce que je veux. Faire maintenant. J'ai toujours suivi le chemin tracé pour moi. L'école de commerce parce que papa y était allé, puis directement l'entreprise familiale. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de découvrir ce que moi, je voulais vraiment. » Xénaïde l'observa attentivement. C'était la première fois qu'elle voyait cette lueur de détermination dans les yeux de son fils cadet. Quelque chose avait changé en lui. « Et qu'est-ce que tu veux, Norbert ? Je veux voyager, » répondit-il avec une assurance nouvelle. « Voir comment les technologies de communication sont utilisées dans d'autres pays, d'autres cultures. Pas juste comme un touriste, mais en m'immergeant vraiment, en travaillant avec des ONG, peut-être. Je pensais commencer par l'Afrique du Nord, puis l'Asie du Sud-Est. » Xénaïde sentit une pointe d'inquiétude, son instinct maternel, mais elle la réprima immédiatement. Son fils avait 32 ans. Il était temps qu'il trouve sa propre voie. « Je crois que c'est une excellente idée, Norbert. Tu as toujours eu cette sensibilité aux différences culturelles, cette curiosité pour le monde. C'est quelque chose que ni ton père ni moi n'avons jamais vraiment eu le temps d'explorer. » Le visage de Norbert s'illumina. « Vraiment ? Tu ne penses pas que c'est irresponsable, fuir mes responsabilités ?»« Quelle responsabilité ?» demanda doucement Xénaïde. « Tu as démissionné, tu te le rappelles ? Et puis, ce n'est pas fuir que de chercher à s'enrichir de nouvelles expériences, de nouveaux savoirs. » Elle prit une gorgée de thé avant d'ajouter « En fait, je pense que ce serait même bénéfique pour l'entreprise à terme. » « Comment ça ? Eh bien, Moreau Télécommunications a toujours eu du mal à percer sur les marchés internationaux. Nous connaissons bien l'Europe, un peu l'Amérique du Nord, mais au-delà, notre vision est très occidentale, très limitée. Si tu revenais avec une compréhension plus profonde de ces autres marchés, de ces autres façons d'utiliser la technologie. » Norbert hocha lentement la tête, comprenant où sa mère voulait en venir. « Tu penses que je pourrais revenir travailler pour l'entreprise un jour ? » « Je pense que la porte sera toujours ouverte, » répondit simplement Xénaïde. « Mais ce sera à toi de décider si tu veux la franchir. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Pour la première fois, ils se parlaient vraiment d'adulte à adulte, sans les ombres du passé, sans les attentes non formulées qui avaient si longtemps pesé sur leur communication. Dans les jours qui suivirent, Xénaïde s'absorba dans la question du partenariat proposé par Duval. Elle organisa des réunions avec ses principaux directeurs, consulta son conseil d'administration, demanda des analyses détaillées des implications financières, techniques et stratégiques d'une telle alliance. Les avis étaient peu partagés. Certains y voyaient une opportunité unique de renforcer leur position sur le marché face aux géants américains et chinois qui dominaient en plus le secteur. D'autres craignaient que ce ne soit qu'une manœuvre de Duval pour absorber progressivement Moreau Télécommunications. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau à la maison, Norbert frappa doucement à la porte et entra avec 2 tasses de tisane.
Tu devrais te reposer un peu, dit-il en lui tendant une tasse. Tu travailles trop. Elle accepta la tisane avec un sourire reconnaissant. Juste quelques dossiers à terminer. Norbert jeta un œil aux documents étalés sur le bureau. Le partenariat avec Duval? Oui, je dois donner ma réponse demain. Et, qu'as-tu décidé? Zénaïde soupira. Mon instinct me dit de refuser. Après tout ce que Duval a fait, comment lui faire confiance? Mais d'un point de vue purement commercial, cette alliance a du sens. Nos entreprises sont complémentaires et face aux géants internationaux, nous serions plus forts ensemble. Norbert s'assit face à elle, pensif. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire avec Quentin et Duval. Je me demande si Quentin n'a pas vu quelque chose que nous avons manqué. Que veux-tu dire? Eh bien, Quentin a toujours eu un sens aigu des affaires, même si ses méthodes laissent à désirer. S'il a choisi de rejoindre Duval, c'est peut-être qu'il a senti que c'était la direction que prenait le marché. Peut-être qu'il essayait, à sa façon, de positionner la famille pour l'avenir. Zénaïde considéra cette perspective avec un mélange de surprise et d'admiration. Norbert avait mûri, il pouvait maintenant voir au-delà de ses propres sentiments, chercher à comprendre les motivations plus profondes des actions de son frère. « C'est possible », admit-elle, « mais cela n'excuse pas la façon dont il a procédé. » Non, bien sûr que non, mais cela pourrait expliquer pourquoi cette proposition de partenariat arrive maintenant. Peut-être que c'est Quentin qui a convaincu Duval de la faire. Cette idée n'avait pas effleuré Zénaïde. Se pourrait-il que Quentin, malgré sa trahison apparente, cherche encore à protéger l'entreprise familiale à sa manière tordue? Dans ce cas, que me conseilles-tu? Norbert parut surpris. Tu me demandes mon avis? Oui. Tu as prouvé que tu pouvais reconnaître tes erreurs et en tirer des leçons. C'est la marque d'une vraie maturité. Alors oui, je te demande ton avis. Il réfléchit un moment avant de répondre. Je crois que tu devrais accepter le partenariat, mais à tes conditions. Établis des limites claires, des garanties solides. Montre à Duval et à Quentin, par extension, que tu es ouverte à la collaboration, mais pas à n'importe quel prix. Zénaïde hocha lentement la tête. C'était exactement la conclusion à laquelle elle était parvenue après des jours de réflexion. « C'est ce que je vais faire », décida-t-elle. « Mais j'y ajouterai une condition personnelle. Je veux que Quentin soit présent lors de la signature de l'accord, pas comme représentant de Duval, mais comme membre de la famille Moreau. S'il refuse, pas d'accord. » Norbert sourit. « Tu ne renonces jamais, n'est-ce pas ?»« Jamais », confirma-t-elle avec une détermination tranquille. « Pas quand il s'agit de ma famille. » Le lendemain matin, Zénaïde convoqua Axel Duval dans son bureau. Il arriva à l'heure précise, comme toujours, vêtu d'un costume impeccable et arborant cet air confiant qui le caractérisait. « Madame Moreau », la salua-t-il en s'asseyant face à elle. « Avez-vous pris une décision concernant ma proposition ?»« En effet », répondit-elle calmement. « J'accepte le principe d'un partenariat stratégique entre nos deux entreprises, sous certaines conditions. » Les yeux de Duval s'allumèrent d'intérêt. « Je vous écoute. » Zénaïde lui tendit un document qu'elle avait préparé. « Voici mes conditions. Une structure de gouvernance équilibrée pour la joint-venture de R&D. Une clause de non-concurrence sur certains segments de marché. Des garanties concernant la propriété intellectuelle. Et plusieurs autres points que vous trouverez détaillés dans ce document. » Duval parcourut rapidement le document, hochant occasionnellement la tête. « C'est négociable, bien sûr, mais dans l'ensemble, cela me semble être une base raisonnable pour avancer. Il y a une dernière condition qui n'est pas mentionnée. Dans ce document, ajouta Zénaïde, une condition personnelle. » Duval leva les yeux, intrigué. « Laquelle ? Je veux que mon fils Quentin soit présent lors de la signature de l'accord. Pas comme votre employé, mais comme membre de la famille Moreau. » Un silence s'installa. Duval l'observa attentivement, comme s'il essayait de déceler ses véritables motivations. « Puis-je vous demander pourquoi ? » « Parce que, malgré tout ce qui s'est passé, Quentin reste mon fils. Et parce que cette entreprise a été fondée sur des valeurs familiales. Si nous devons former ce partenariat, je veux que ces valeurs soient respectées dès le départ. » Duval hocha lentement la tête. « Je comprends. Je lui parlerai. » « Ne lui parlez pas, demandez-lui. S'il refuse, il n'y aura pas d'accord. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de Duval. « Vous êtes une négociatrice redoutable, madame. » « Moreau, je vous admire pour cela. Ce n'est pas une tactique de négociation, monsieur Duval.
C'est une question de principe. En quittant son bureau, Duval semblait à la fois impressionné et légèrement déstabilisé. Xénaïde savait qu'elle avait pris un risque en imposant cette condition. Quentin pourrait refuser, par orgueil ou par peur de l'affrontement. Mais c'était un risque qu'elle était prête à prendre. 3 jours plus tard, elle reçut un appel de Duval. « Il a accepté », annonça-t-il simplement. « La signature peut avoir lieu la semaine prochaine, si cela vous convient. » Après avoir raccroché, Xénaïde resta un long moment immobile, contemplant le jardin par la fenêtre de son bureau. Un mélange complexe d'émotions l'envahissait. L'appréhension à l'idée de revoir son fils aîné, l'espoir qu'une réconciliation soit possible, la fierté d'avoir tenu bon sur ses principes. Le soir, elle raconta la nouvelle à Norbert qui l'accueillit avec un enthousiasme teinté d'inquiétude. « Tu es sûre que c'est une bonne idée, maman ? Quentin risque d'être difficile. »« Je n'en attends pas moins, » répondit-elle avec un petit sourire, « mais c'est un début, une opportunité de renouer le dialogue, même si ce n'est que professionnel au départ. » Norbert hocha la tête, compréhensif. « Tu voudrais que je sois là aussi ?» Cette question l'a surpris. « Tu serais prêt à venir ? Je pensais que tu voulais prendre tes distances avec l'entreprise. »« Oui, mais pas avec ma famille. Si ma présence peut t'aider, je viendrai. » Xénaïde sentit une vague de gratitude et d'amour pour son fils cadet. « Merci, Norbert, mais je crois que c'est quelque chose que je dois faire seul, du moins pour cette première rencontre. Quentin risque déjà d'être sur la défensive, et je ne veux pas qu'il se sente en infériorité numérique. » La semaine qui suivit passa à une vitesse vertigineuse. Entre les préparatifs juridiques pour l'accord de partenariat et la gestion quotidienne de l'entreprise, Xénaïde avait à peine le temps de respirer, et encore moins de s'inquiéter de la confrontation à venir avec Quentin. Le jour de la signature arriva enfin. La réunion devait se tenir dans un lieu neutre, un salon privé de l'Hôtel-Dieu, un établissement prestigieux au cœur de Lyon. Xénaïde s'y rendit seule, refusant même que Sophie l'accompagne. En entrant dans le salon, elle vit que Duval était déjà là en grande conversation avec ses avocats. Et puis elle le vit, Quentin debout près de la fenêtre, regardant le Rhône couler en contrebas. Il avait maigri, remarqua-t-elle, et il y avait dans sa posture une tension qui trahissait son malaise. Sentant sa présence, il se tourna. Leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis le procès. Xénaïde s'attendait à de la colère, de la défiance, mais ce qu'elle vit dans les yeux de son fils la prit au dépourvu, de la honte. Elle traversa la pièce d'un pas assuré et s'arrêta devant lui. « Bonjour, Quentin. »« Maman ?» répondit-il simplement, la voix légèrement rauque. Un silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit, de toutes les blessures non pensées. « Comment vas-tu » demanda finalement Xénaïde. Quentin eut un rire bref, sans joie. « Tu t'en soucies vraiment après tout ce que j'ai fait. Tu es mon fils, Quentin. Rien ne changera jamais cela. » Il détourna le regard, visiblement ému malgré lui. « Je vais bien. Le travail est intéressant. Patricia et moi nous sommes installés près de Villeurbanne. Et tu es heureux ?» La question, si simple et pourtant si complexe, sembla le désarçonner. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Duval les interrompit en s'approchant. « Madame Moreau, nous sommes prêts à commencer, si vous l'êtes. » Xénaïde acquiesça et suivit Duval vers la grande table où les documents étaient déjà disposés. Quentin les rejoignit, gardant une distance prudente avec sa mère. La signature elle-même fut brève et formelle. Xénaïde puis Duval apposèrent leur signature sur les multiples exemplaires de l'accord, sous le regard attentif des avocats et des notaires. Quentin, en tant que directeur des opérations de Duval Communication, signa également certains documents annexes. Une fois les formalités terminées, Duval proposa un toast pour célébrer cette nouvelle alliance. Des coupes de champagne furent distribuées et les conversations professionnelles reprirent, tournant autour des détails de la mise en œuvre du partenariat. Xénaïde remarqua que Quentin participait peu, se tenant en retrait, comme s'il n'était pas vraiment à l'aise dans son nouveau rôle. À un moment donné, alors que Duval était occupé avec les avocats, elle s'approcha discrètement de son fils. « Je suis contente que tu aies accepté de venir aujourd'hui, Quentin. » Il la regarda, surpris par sa sincérité. « Je ne pensais pas que tu voudrais me voir après tout ça. Je serai toujours ta mère, Quentin, et je t'aimerai toujours, même quand je désapprouve tes choix. » Il baissa les yeux, visiblement ému. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire. Pas maintenant.
Mais sache que ma porte sera toujours ouverte si un jour tu veux parler, vraiment parler. » Elle lui tendit une carte de visite sur laquelle elle avait noté son numéro de téléphone personnel, celui que seuls ses proches connaissaient. Quentin la prit, l'examinant comme s'il s'agissait d'un objet précieux et fragile. « Norbert, comment va-t-il ? » »« Il va bien. Il prépare un voyage, en fait. Il veut voir le monde, découvrir comment les technologies de communication sont utilisées dans d'autres cultures. » Un éclair de surprise traversa le visage de Quentin. Vraiment, ce ne lui ressemble pas. Les gens changent, Quentin. Parfois pour le meilleur, il a beaucoup mûri ces derniers temps. Quentin hocha lentement la tête et Xénaïde crut voir dans ses yeux un mélange de regret et d'envie, comme s'il se demandait s'il avait fait le bon choix, s'il n'avait pas pris la mauvaise direction à un carrefour crucial de sa vie. La réunion se termina peu après, chacun repartant vers ses « obligations ». Sur le parvis de l'hôtel, alors qu'ils attendaient leurs voitures respectives, Xénaïde et Quentin se retrouvèrent côte à côte un bref instant. « Au revoir, Quentin », dit-elle doucement. Il la regarda, et pendant une seconde, elle crut voir le petit garçon qu'il avait été, celui qui courait dans ses bras après l'école, celui qui était si fier de présenter son premier projet d'entreprise à l'âge de 10 ans. « Au revoir, maman », répondit-il, et il y avait dans sa voix une nuance qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps, de la tendresse. Sa voiture arriva en premier, et il monta rapidement, évitant son regard une dernière fois. Mais alors que le véhicule s'éloignait, Xénaïde savait que quelque chose avait changé. Une graine avait été plantée, une possibilité de réconciliation, aussi mince soit-elle, et comme toute bonne jardinière, elle saurait faire preuve de patience, attendant que cette graine germe et pousse à son rythme. Avez-vous déjà ressenti le besoin de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le partenariat entre Morrow Télécommunications et Duval Communications fut officialisé lors d'une conférence de presse conjointe la semaine suivante. Les journalistes, avides de détails croustillants sur le conflit familial qui avait précédé cet accord surprenant, furent déçus par la présentation strictement professionnelle que firent Xénaïde et Axel Duval. Pas un mot sur le procès, pas une allusion au départ de Quentin pour la concurrence. Uniquement des explications techniques sur les synergies attendues, les projets communs de recherche et développement et les perspectives de croissance pour les deux entreprises. À la fin de la conférence, un journaliste particulièrement insistant posa néanmoins la question qui brûlait toutes les lèvres. « Madame Morrow, comment expliquez-vous ce revirement? Il y a quelques semaines, vos propres fils vous poursuivaient en justice. Et aujourd'hui, vous formez une alliance avec l'entreprise qui a débauché l'un d'eux. N'est-ce pas contradictoire ?» Un silence tendu s'installa dans la salle. Duval jeta un regard inquiet vers Xénaïde, mais celle-ci resta parfaitement calme. « Il n'y a aucune contradiction, » répondit-elle d'une voix ferme. « En affaires comme dans la vie, il faut savoir évoluer, s'adapter aux circonstances changeantes. Cette alliance représente la meilleure option stratégique pour nos deux entreprises, nos employés et nos clients. Les considérations personnelles n'entrent pas en ligne de compte. » Sa réponse professionnelle et mesurée mit fin aux questions indiscrètes, mais Xénaïde savait que les spéculations continueraient. Peu lui importait. L'essentiel était que l'entreprise soit protégée et que la porte reste ouverte pour une éventuelle réconciliation avec Quentin. Dans les mois qui suivirent, le partenariat commença à porter ses fruits. Les équipes des deux entreprises, initialement méfiantes, apprirent à travailler ensemble, partageant leurs expertises respectives et développant de nouvelles solutions technologiques qui combinaient le meilleur des deux mondes. L'innovation audacieuse de Duval et l'approche centrée sur l'humain de Morrow. Xénaïde suivait ces développements avec satisfaction, mais son attention était également tournée vers des préoccupations plus personnelles. Norbert préparait activement son départ, prévoyant un premier séjour de 6 mois au Maroc, où il travaillerait avec une ONG spécialisée dans l'accès aux technologies de communication pour les populations rurales. Un soir, alors qu'elle l'aidait à faire ses bagages, Xénaïde fut surprise de le voir sortir d'un tiroir une vieille photographie encadrée. La famille Morrow, au complet, Marcel, Xénaïde, Quentin et Norbert, lors d'une vacation au bord de la Méditerranée 15 ans plus tôt. « Tu emportes ça ?» demanda-t-elle doucement. Norbert hocha la tête. « Oui, pour me rappeler d'où je viens, et ce vers quoi je veux peut-être revenir un jour. »
Xénaïde sentit son cœur se serrer d'émotion. « Tu vas nous manquer, tu sais. »« Je ne pars pas pour toujours, maman, juste pour trouver mon chemin. » Il hésita un instant avant d'ajouter « J'ai appelé Quentin hier soir. » Cette révélation l'a surpris. « Vraiment? Et comment ça s'est passé ?»« Mieux que je ne l'aurais cru. On a parlé pendant presque 1 heure. De tout et de rien. Pas du procès, pas de Duval, juste des souvenirs, des banalités. C'était étrange, mais agréable. Lui as-tu parlé de ton voyage? Oui. Il a paru surpris, puis il m'a dit que c'était une bonne idée, qu'il aurait peut-être dû faire quelque chose comme ça lui-même avant de se lancer tête baissée dans la vie professionnelle. Xénaïde sourit légèrement. C'était un aveu révélateur de la part de Quentin, connu pour son ambition dévorante et son impatience. Il m'a aussi demandé si tu allais bien, ajouta Norbert, observant attentivement la réaction de sa mère. Qu'as-tu répondu? La vérité, que tu es forte comme toujours, que l'entreprise se porte bien, que tu ne parles pas beaucoup de lui, mais que je sais que tu penses à lui tous les jours. Xénaïde détourna brièvement le regard, ému par la perspicacité de son fils. Et qu'a-t-il dit? Rien sur le moment. Puis, juste avant de raccrocher, il a dit quelque chose comme « Prends soin d'elle. Je crois qu'il s'inquiète pour toi, à sa façon. » Cette nuit-là, Xénaïde eut du mal à trouver le sommeil. Les paroles de Quentin, rapportées par Norbert, tournaient dans sa tête. « Prends soin d'elle. » 4 mots simples qui trahissaient pourtant une préoccupation, un attachement que son fils aîné n'osait pas exprimer directement. Le lendemain était un jour important. La première réunion du comité de pilotage du partenariat Moreau-Duval. Les équipes dirigeantes des 2 entreprises devaient se retrouver pour évaluer les premiers résultats de leur collaboration et définir les orientations futures. En arrivant dans la salle de conférence de Moreau Télécommunications, Xénaïde fut surprise de voir Quentin parmi les représentants de Duval. Il était assis à l'extrémité de la table, feuilletant des documents avec une concentration exagérée, évitant manifestement de croiser son regard. La réunion commença, menée conjointement par Xénaïde et Axel Duval. Les présentations s'enchaînèrent, détaillant les avancées des différents projets communs, les défis rencontrés, les solutions envisagées. Quentin restait silencieux, intervenant seulement lorsqu'on lui posait directement une question. Mais lors de la discussion sur un nouveau système de communication sécurisé, il prit soudain la parole avec assurance. « Je pense que nous faisons fausse route avec cette approche, » déclara-t-il. « Elle ne correspond pas à l'ADN de Moreau. » Télécommunications. Un silence surpris accueillit cette intervention. C'était la première fois depuis le début de la réunion qu'il mentionnait son ancienne entreprise familiale. « Que suggères-tu, Quentin » demanda Duval, visiblement intrigué. « Moreau a toujours misé sur l'accessibilité et la simplicité d'utilisation, sans compromettre la sécurité. Ce protocole est trop complexe pour l'utilisateur moyen. Nous devrions revenir aux fondamentaux, une sécurité robuste mais invisible pour l'utilisateur. » Xénaïde observa son fils avec un mélange de surprise et de fierté. Malgré tout ce qui s'était passé, il comprenait encore profondément la philosophie de l'entreprise familiale. « Quentin a raison, » dit-elle calmement. « C'est précisément ce qui a toujours distingué Moreau sur le marché. Notre capacité à rendre la technologie accessible à tous, pas seulement aux experts. » Leurs regards se croisèrent brièvement, et pour la première fois depuis des mois, il n'y avait ni hostilité, ni gêne dans les yeux de Quentin. Juste une reconnaissance professionnelle, un respect mutuel. La réunion se poursuivit dans une atmosphère plus détendue, chacun apportant ses idées et ses perspectives. À la pause déjeuner, alors que les participants se dispersaient vers le buffet installé dans une salle adjacente, Xénaïde remarqua que Quentin restait en retrait, comme s'il hésitait sur la conduite à tenir. Elle s'approcha de lui, tenant 2 assiettes. « Tu dois manger, Quentin. Tu as toujours été invivable quand tu as faim. » Cette remarque, rappel d'une plaisanterie familiale de longue date, le fit sourire malgré lui. Certaines choses ne changent pas, apparemment. Il accepta l'assiette qu'elle lui tendait et ils s'installèrent dans un coin tranquille de la salle, légèrement à l'écart des autres. « Norbert m'a dit qu'il partait en voyage, » dit Quentin après un moment de silence. « Oui, dans 2 jours. Il commence par le Maroc. C'est inattendu de sa part, mais je crois que ça lui fera du bien. Il a toujours été hésitant, cherchant sa place.
Xénaïde acquiesça. Il change, il mûrit. Comme nous tous, j'espère. Quentin lui jeta un regard oblique. Est-ce une façon subtile de me dire que j'ai encore des progrès à faire? Ce n'était pas mon intention, répondit-elle honnêtement. Mais maintenant que tu le mentionnes, ils échangèrent un sourire, le premier moment de complicité qu'ils partagèrent depuis si longtemps. C'était fragile, hésitant, mais c'était un début. « Comment va Patricia ?» demanda Xénaïde, changeant délibérément de sujet. Une ombre passa sur le visage de Quentin. « Nous traversons une période difficile. Elle n'a pas vraiment apprécié mon choix de participer à ce partenariat. Elle pensait que je couperais définitivement les ponts avec Moreau. Je suis désolé de l'entendre. Ne le sois pas, répondit-il avec une pointe d'amertume. J'ai commencé à voir certaines choses plus clairement ces derniers temps. Des choses que j'aurais peut-être dû voir plus tôt. Xénaïde choisit de ne pas approfondir ce sujet délicat. Tu fais du bon travail chez Duval, d'après ce que j'ai entendu. Je t'en remercie, maman, répondit Quentin d'une voix plus douce, une lueur étrange dans le regard. J'avoue que tout cela m'a forcé à prendre du recul et à réfléchir à ce qui compte vraiment. Ils terminèrent leur déjeuner en silence, chacun rassemblant ses pensées. Xénaïde observait son fils avec une tendresse mêlée de mélancolie. Cet homme en face d'elle portait encore les souvenirs d'un garçon qu'elle avait bercé, protégé, encouragé à chaque faux pas. Mais il portait aussi la marque de ses erreurs. Et c'était précisément ce mélange de force et de fragilité qui la bouleversait. Dans les semaines qui suivirent, la collaboration entre Moreau Télécommunications et Duval Communications prit son envol. Des équipes mixtes s'organisèrent, mêlant ingénieurs et commerciaux, partageant méthodologie et pratiques de management. Les premiers résultats furent encourageants. Une plateforme de visioconférence simplifiée, un protocole de sécurité épuré et même la mise en place d'une application d'assistance vocale dédiée aux personnes âgées, domaine dans lequel l'entreprise de Xénaïde avait toujours eu un coup d'avance grâce à sa compréhension intime des besoins humains. Quentin, quant à lui, se révéla d'un précieux atout dans cette phase de transition. Sa connaissance profonde de Moreau, alliée à son immersion dans la culture plus corporative de Duval, lui permit de jouer un rôle de médiateur. Petit à petit, il regagna la confiance de ses anciens collègues qui remarquèrent qu'il n'était plus animé par la seule ambition de briller, mais par une réelle volonté de concilier deux visions parfois opposées. Il offrait des perspectives, proposait des compromis, suggérait des expérimentations où chacun profitait de l'expertise de l'autre. Au fil des réunions, son attitude courtoise et sa rigueur professionnelle remplacèrent la posture arrogante qu'il montrait autrefois. Un matin de mai, Xénaïde reçut un long email de Norbert qui l'informait de son arrivée imminente au Maroc et de ses premières impressions. Les paysages désertiques, la chaleur épaisse, mais surtout l'engagement. Des équipes locales qu'il apprenait à connaître. Il évoquait la difficulté du dépaysement, les nuits sans confort, et pourtant l'enthousiasme de contribuer à offrir une connexion Internet là où parfois on n'en avait jamais rêvé. Elle sourit en lisant ces lignes. Son fils cadet, jadis timide et hésitant, était devenu un aventurier du progrès, un messager de l'innovation au service de l'humanité. Ce même jour, elle fit envoyer à Quentin une invitation toute particulière, un déjeuner dans le vieux quartier de Saint-Paul, là où ils avaient l'habitude, enfants, de déambuler dans les ruelles pavées à l'ombre des platanes vénérables. Malgré sa crainte, elle ressentit au fond d'elle une certitude paisible. Il était temps de sceller la réconciliation non plus sur un plateau de tribunal ou dans un salon feutré d'hôtel, mais dans ce décor d'enfance où naquirent leurs premiers rêves et leurs premiers espoirs. Le jour venu, Quentin arriva un peu en avance, vêtu d'un simple pantalon en lin et d'une chemise claire. Son allure était moins guindée que dans l'environnement corporate, mais elle révélait une élégance naturelle, assagie par l'expérience. Ils se retrouvèrent près de la fontaine centrale, où l'eau chantait inlassablement, et ils s'assirent à la petite table en fer forgé, comme il y a 20 ans. « Merci d'être venu », dit Xénaïde en lui offrant un sourire sincère. « Merci à toi pour l'invitation. » « Et pour ta patience, rétorqua-t-il en jetant un coup d'œil complice. Leur repas se déroula dans une atmosphère délicate. Ni froideur, ni familiarité excessive, mais une conversation posée, presque cérémonieuse, où chaque mot pesait son poids. Ils parlèrent des marchés émergents, de la stratégie de l'Alliance,
Des projets amenés par Norbert depuis Tanger, qu'il suivait en visioconférence. Puis, peu à peu, la discussion glissa vers le personnel, les anecdotes du siège, les visages familiers. Quentin raconta une blague qu'ils partagèrent depuis l'enfance, et Xénaïde éclata de rire pour la première fois ce jour-là, comblé par cet écho de complicité d'antan. Lorsqu'ils évoquèrent Marcel, son père, les émotions refirent en surface, leurs souvenirs communs, ses conseils avisés, son rire franc. Quentin se pencha vers sa mère, la voix tremblante. « Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur, maman. J'ai trop voulu prouver que je pouvais marcher seul, et j'ai oublié d'où je venais. » Xénaïde posa la main sur celle de son fils. « Tu as grandi, Quentin, j'ai fait de même. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le chemin ensemble. » Ils restèrent encore un long moment assis, écoutant le bruissement des feuilles et le murmure lointain du Rhône. Quand ils se quittèrent, chacun sentit que quelque chose d'essentiel venait d'être regagné, non pas l'innocence perdue, mais un respect et un amour réaffirmés. De retour à Lyon, Xénaïde organisa une visite surprise du siège à Norbert, profitant d'une escale de son fils cadet dans la ville pour récupérer de son vol. Dans la salle de conférence principale, elle avait fait installer un écran géant pour diffuser en direct l'intervention de Norbert depuis Rabat. À distance, il partagea ses premières réussites, la mise en place d'un réseau Wi-Fi communautaire dans un village montagneux, un partenariat avec une université locale pour développer des formations en ligne, l'organisation d'ateliers pédagogiques pour les enfants défavorisés. Les visages des employés réunis en présentiel s'illuminèrent d'admiration. Jamais ils n'avaient imaginé que leur entreprise contribue à un projet humanitaire si concret, si porteur de sens. Norbert conclut en adressant une pensée à sa mère et à son frère. Quentin, déjà présent physiquement, était assis aux côtés de Xénaïde. En voyant le message de Norbert, il se leva pour saluer son frère à la caméra et un applaudissement virtuel s'engagea entre les deux fils réchauffant le cœur de Xénaïde. Cette image résonna comme l'illustration parfaite de la philosophie qu'elle avait toujours portée. Le progrès technologique mis au service des liens humains. Quelques mois plus tard, la première année du partenariat fut officiellement clôturée par une cérémonie réunissant dirigeants et collaborateurs des deux entreprises. Xénaïde, vêtu d'un tailleur bleu nuit, prit la parole devant une audience internationale, et son discours fut salué pour son équilibre subtil entre rigueur stratégique et empathie sincère. À l'issue de son allocution, elle fit monter sur scène ses deux fils côte à côte et les présenta comme les héritiers non d'un empire financier, mais d'un idéal, celui d'une communication libératrice, capable de rapprocher les cœurs autant que les esprits. Les flashs crépitèrent, les applaudissements fusèrent, et pour un instant Xénaïde ferma les yeux, émue par cette famille reconstituée, par ce pont entre deux générations renouvelées. Elle pensa à Marcel, certaine qu'il aurait versé une larme de fierté en la voyant là, entourée de ceux qu'il aimait, guidée par les mêmes principes qu'il avait animé toute sa vie. La fin de la cérémonie se mua en une fête, improvisée, champagne, musique, rires retrouvés. Quentin et Norbert discutèrent avec leurs collègues, tandis que Xénaïde échangeait avec les représentants d'associations partenaires, de gouvernements locaux et d'étudiants en stage. Cette effervescence lui rappelait les premières années de l'entreprise, quand tout était à construire et que chaque petite victoire ressemblait à un triomphe. Dans la nuit étoilée qui enveloppait Lyon, alors que les derniers visiteurs quittèrent le bâtiment illuminé, Xénaïde se retrouva à l'écart, seul un instant sur la terrasse surplombant la ville. Le Rhône scintillait tel un ruban d'argent, et les ponts semblaient déjà s'égrener dans la pénombre comme autant de récompenses offertes à la persévérance humaine. Elle sentit une présence à ses côtés. Quentin, silencieux, reprit place près d'elle. Ils contemplèrent ensemble ce paysage, chacun replongeant dans ses pensées. « Je voulais te remercier encore une fois, maman, » dit finalement Quentin, « pour ne jamais avoir abandonné, pour continuer à croire en nous, en moi. » Xénaïde lui sourit, posant la main sur son épaule. « Merci à toi d'être revenu, Quentin. Le voyage n'est jamais linéaire, mais c'est en revenant sur le chemin qu'on découvre où il mène vraiment. » Ils restèrent un long moment sans parler, le temps semblant s'étirer hors des urgences du monde. Puis Quentin l'enlaça brièvement, un geste discret mais chargé de signification. C'était la promesse d'une relation redéfinie, où l'amour ne dépendrait plus des rôles ni des titres, mais de la simple présence, du partage et du respect mutuel.
Au matin, le siège retrouva sa routine améliorée. Nouveaux projets, collaborations innovantes, sourires affermis par la conviction d'accomplir quelque chose de plus grand que soi. Xénaïde, en regagnant son bureau, se surprit à penser que cette épreuve, aussi douloureuse ait-elle été, avait finalement permis de cimenter l'avenir de son entreprise et de sa famille. La justice du tribunal avait tranché les responsabilités légales. C'était maintenant la justice du cœur qui gouvernait leur choix. Et tandis qu'elle se plongeait dans l'agenda du jour, elle garda en elle cette certitude inébranlable. Qu'importent les tempêtes, dès lors qu'on conserve la volonté de bâtir des ponts et de garder l'œil tourné vers l'humain, il existe toujours un chemin pour retrouver la paix, la dignité et l'amour partagé.